La tempête de neige qui s'abattait sur Londres en ce mois de janvier 1895 était la plus féroce que la capitale eût connue depuis des décennies. Les rues de Baker Street disparaissaient sous un linceul blanc, et le vent hurlait contre les fenêtres du 221B comme une bête sauvage cherchant à entrer. Dans le salon douillet, Sherlock Holmes se tenait près de la cheminée, son profil aquilin illuminé par les flammes dansantes, une pipe à la main et le regard perdu dans les volutes de fumée. Je venais tout juste de refermer mon journal médical lorsqu'un coup violent retentit à la porte d'entrée. Madame Hudson, notre dévouée logeuse, monta précipitamment les escaliers, le visage pâle, comme un spectre. « Monsieur Holmes, docteur Watson, venez vite !» cria-t-elle d'une voix tremblante. Holmes bondit de son fauteuil, avec cette agilité féline qui le caractérisait, et nous descendîmes tous trois dans le vestibule glacé. Sur le seuil, à moitié enseveli sous la neige, gisait le corps d'un homme. Ses vêtements élégants mais trempés suggéraient un gentleman de bonne famille, et sa main droite était crispée sur quelque chose que je ne pouvais distinguer dans la pénombre. « Il est encore vivant !» m'exclamai-je après avoir rapidement pris son pouls. « Mais à peine, nous devons le monter immédiatement. » Avec l'aide du jeune Billy, le groom, nous transportâmes le malheureux jusqu'au salon. Holmes ordonna qu'on allume tous les feux et qu'on apporte des couvertures. Tandis que je m'affairais à ranimer notre mystérieux visiteur, je remarquai quelque chose d'étrange. Malgré le froid intense, l'homme ne présentait aucun signe d'engelure. Ses lèvres étaient bleues, certes, mais sa peau gardait une teinte qui suggérait qu'il n'avait pas été exposé aux éléments aussi longtemps qu'on aurait pu le croire. « Holmes, » murmurai-je en défaisant le col de l'homme, « regardez ceci. » Sur le cou de l'inconnu, une marque rouge vif serpentait comme un collier sinistre. Ce n'était pas une simple irritation causée par le froid. C'était la trace nette d'une strangulation. Mon ami détective se pencha, ses yeux gris brillants d'une intensité que je connaissais bien. Fascinant, Watson, très fascinant. L'homme ouvrit soudain les yeux, des yeux verts terrifiés qui se fixèrent sur Holmes. Sa bouche s'entr'ouvrit, et dans un souffle à peine audible, il prononça 3 mots qui allaient nous plonger dans l'une des affaires les plus énigmatiques de notre carrière. Le diamant, gelé. Puis sa main s'ouvrit, révélant un petit objet que Holmes saisit prestement, avant que l'homme ne retombe dans l'inconscience. C'était une clé d'argent, ornée de symboles étranges qui évoquaient des runes anciennes.
Holmes la fit tourner entre ses doigts, avec la délicatesse d'un joaillier, examinant une pierre précieuse. « Watson, mon cher ami, » dit-il en relevant la tête vers moi avec ce sourire énigmatique que je connaissais si bien. « Je crois que nous venons de recevoir une invitation à une chasse au trésor, pour le moins inhabituelle. Et si je ne me trompe pas, elle pourrait bien se révéler mortelle. » Au petit matin, notre mystérieux visiteur reprit connaissance. Je me tenais à son chevet depuis plusieurs heures, surveillant ses signes vitaux, qui, heureusement, s'étaient déstabilisés durant la nuit. Holmes, qui n'avait pas fermé l'œil, était assis dans son fauteuil, près de la fenêtre, observant l'aube grise se lever sur Londres enneigée. Lorsque l'homme ouvrit les yeux, ce fut Holmes qu'il chercha immédiatement du regard, comme s'il savait exactement où le trouver. « Vous êtes en sécurité, monsieur », déclara Holmes, d'une voix calme, en se levant. « Je suis Sherlock Holmes, et voici le docteur Watson. Puis-je connaître votre nom ?» L'homme tenta de se redresser, mais je posai une main ferme sur son épaule. « Doucement, monsieur. Vous avez subi un traumatisme considérable. » Il acquiesça faiblement et se laissa retomber sur les oreillers. « Je m'appelle Edward Thornfield, » dit-il d'une voix rauque, « et je crains d'avoir apporté un terrible danger jusqu'à votre porte. » Holmes tira une chaise près du lit et s'assit, ses doigts en formant ce stipple caractéristique qu'il adoptait toujours lorsqu'il était intensément concentré. « Monsieur Thornfield, vous portez les marques d'une tentative de strangulation, et pourtant, vous avez réussi à atteindre ma porte en pleine tempête de neige. Commencez par le commencement, je vous prie. » Thornfield ferma les yeux un instant, rassemblant visiblement ses forces et ses souvenirs. Tout a commencé il y a 3 semaines, lorsque mon oncle, Lord Archibald Thornfield, est mort dans des circonstances inexpliquées. Le nom résonna dans ma mémoire. Lord Thornfield était un explorateur réputé, célèbre pour ses expéditions en Arctique et pour sa collection d'artefacts rares. J'ai lu des articles sur votre oncle dans le Times, intervins-je. N'était-il pas en train de préparer une nouvelle expédition au pôle Nord? Thornfield hocha la tête tristement. « En effet, docteur. » Mais il ne verra jamais ce voyage se concrétiser. On l'a retrouvé mort dans son bureau, gelé comme s'il avait passé des heures dans une tempête de neige. Pourtant, toutes les fenêtres étaient fermées et un feu brûlait dans la cheminée. Holmes se redressa légèrement, son intérêt clairement piqué. « Gelé, dites-vous? Comment la police a-t-elle expliqué ce phénomène ?» Un sourire amer passa sur les lèvres de Thornfield. Elle ne l'a pas expliqué.
L'inspecteur Lestrade a conclu à une mort naturelle, peut-être une crise cardiaque suivie d'un arrêt de la circulation sanguine causant une baisse rapide de la température corporelle. Mais moi, monsieur Holmes, je sais qu'il a été assassiné. Qu'est-ce qui vous rend si certain ? Demanda Holmes en se penchant en avant. Thornfield sortit difficilement sa main de sous les couvertures et désigna sa propre gorge, parce que la même personne qui l'a tué a tenté de me tuer hier soir. J'étais dans la bibliothèque de mon oncle, essayant de comprendre ce qui lui était arrivé, lorsque quelqu'un m'a attaqué par derrière. J'ai senti des mains glacées se refermer sur mon cou, des mains si froides qu'elles brûlaient ma peau comme de la glace carbonique. « Et la clé que vous teniez ?» demanda Holmes en sortant l'objet de sa poche. Les yeux de Thornfield s'illuminèrent, malgré son état d'épuisement. « C'est pour cela qu'on a voulu me tuer. » Cette clé ouvre le coffre-fort secret de mon oncle. Avant de mourir, il m'a envoyé une lettre me suppliant de la garder en sécurité et de ne jamais révéler son existence. Il écrivait qu'elle ouvrait la voie vers le diamant gelé, un trésor qui pourrait changer le monde, mais aussi le détruire. Monsieur Holmes, vous devez m'aider à comprendre ce mystère avant que d'autres ne meurent. Après avoir permis à Thornfield de se reposer encore quelques heures, Holmes insista pour que nous nous rendions immédiatement à la résidence de feu Lord Archibald. La tempête s'était calmée, laissant Londres sous un épais manteau de neige immaculée qui étouffait tous les bruits de la ville. Nous prîmes un fiacre qui peinait à avancer dans les rues encombrées, et Thornfield, malgré ma désapprobation médicale, insista pour nous accompagner. « Je ne peux pas rester en arrière, » dit-il avec une détermination farouche. « C'est ma famille, mon sang. Je dois voir cela jusqu'au bout. » La demeure de Lord Thornfield se dressait dans le quartier de Mayfair, une imposante bâtisse géorgienne dont les fenêtres sombres semblaient nous observer comme des yeux morts. Un majordome âgé nous accueillit, son visage creusé par le chagrin. « Monsieur Edward, » dit-il avec un soulagement visible, « Dieu merci, vous êtes sain et sauf. » Nous étions si inquiets lorsque nous vous avons trouvé disparu ce matin. Thornfield posa une main rassurante sur l'épaule du vieil homme. « Tout va bien, Pemberton. Ces messieurs sont ici pour nous aider. » Holmes examina le hall d'entrée avec cette attention méticuleuse qui ne laissait rien au hasard. Des trophées d'expédition polaire ornaient les murs. Crâne d'ours blanc, défense de morse à harpons inuits. Votre oncle était un collectionneur passionné, à ce que je vois, remarqua-t-il.
Thornfield acquiesça en nous conduisant vers l'escalier de marbre. Il disait toujours que chaque objet racontait une histoire et que ces histoires méritaient d'être préservées. Mais sa véritable collection, la plus précieuse, se trouve dans son bureau privé. Nous montâmes jusqu'au 2e étage, où Pemberton déverrouilla une lourde porte en chêne. Le bureau de Lord Thornfield était une pièce extraordinaire. Des bibliothèques montaient jusqu'au plafond, remplies de volumes anciens et de journaux de bord. Des cartes du monde couvraient les murs, parsemées de punaises, marquant les lieux visités. Au centre de la pièce trônait un grand bureau en acajou et derrière lui, un globe terrestre antique qui semblait avoir été utilisé pour planifier des voyages vers des terres inexplorées. Mais ce qui attira immédiatement mon attention fut la température. La pièce était glaciale, bien plus froide que le reste de la maison. « C'est ici qu'on l'a trouvé », murmura Thornfield en désignant le fauteuil derrière le bureau, assis comme s'il s'était simplement endormi, mais gelé jusqu'aux os. Les médecins ont dit que son corps présentait des signes de congélation profonde, comme s'il avait été exposé à des températures arctiques pendant des heures. Holmes s'agenouilla près du fauteuil, examinant le sol avec sa loupe. « Intéressant, » marmonna-t-il. « Watson, voyez-vous ces marques circulaires sur le parquet ?» Je m'approchai et distinguai effectivement de légères traces humides, formant un cercle presque parfait autour du fauteuil. « On dirait que de l'eau a été renversée, » observai-je, « ou de la glace qui a fondu, » corrigea Holmes en se relevant. Thornfield, la nuit où votre oncle est mort, faisait-il aussi froid dans cette pièce? Le jeune homme secoua la tête. Non, monsieur Holmes. Pemberton a témoigné qu'il y avait un bon feu dans la cheminée lorsqu'il a découvert le corps le lendemain matin. Pourtant, depuis ce jour, cette pièce refuse de se réchauffer, quelle que soit la quantité de bois qu'on y brûle. Holmes se tourna vers la cheminée et s'accroupit pour examiner l'âtre. Après un moment de silence, il tendit la main vers les cendres et en retira quelque chose de petit et brillant. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Holmes se leva, tenant l'objet à la lumière qui filtrait par la fenêtre. C'était un éclat de cristal, parfaitement transparent, mais émettant une étrange lueur bleutée. « Je crois, mes amis, » dit-il lentement, « que nous venons de découvrir notre premier véritable indice. »
Et si je ne me trompe pas, ce petit fragment pourrait nous révéler la nature extraordinaire de ce que Lord Thornfield appelait le diamant gelé. Thornfield nous conduisit vers un portrait de son oncle, accroché au mur du bureau. Le tableau représentait Lord Archibald, en tenue d'explorateur, debout sur une banquise, avec un traîneau à chien derrière lui, son regard perçant, fixant l'horizon glacé. Le coffre se trouve derrière ce portrait, expliqua-t-il en décrochant soigneusement la toile. Un coffre-fort en acier massif apparut, enchâssé dans le mur de pierre. Au centre, une serrure complexe, ornée des mêmes symboles étranges que ceux gravés sur la clé, attendait d'être ouverte. Holmes tendit la clé d'argent à Thornfield. « L'honneur vous revient, jeune homme. » Avec des mains tremblantes, Thornfield inséra la clé dans la serrure. Un déclic résonna dans le silence, et la lourde porte s'ouvrit dans un grincement métallique. À l'intérieur, nous découvrîmes non pas des bijoux ou de l'or, mais une collection de documents soigneusement organisés et un étui en cuir noir. Thornfield sortit d'abord les documents, des journaux de bord, des cartes annotées et plusieurs lettres scellées à la cire rouge. « Commençons par ces lettres », suggéra Holmes, en s'installant au bureau de feu Lord Thornfield. Nous nous rassemblâmes autour de lui, tandis qu'il brisait le premier sceau. La lettre était datée de 6 mois auparavant et adressée à Edward Thornfield. L'écriture était élégante mais pressée, comme si son auteur avait écrit dans l'urgence. « Mon cher neveu, » lut Holmes à voix haute, « si tu lis cette lettre, c'est que mes pires craintes se sont réalisées et que je ne suis plus de ce monde. Ce que je vais te révéler doit rester secret, car la connaissance que je possède pourrait causer des ravages inimaginables entre de mauvaises mains. » Holmes continua sa lecture. « Il y a 20 ans, lors de mon expédition de 1875 dans l'Arctique canadien, j'ai découvert quelque chose que la science moderne considérerait comme impossible. Au cœur d'un glacier millénaire, mes hommes et moi avons trouvé une grotte dont l'entrée était marquée de symboles runiques d'une civilisation inconnue. À l'intérieur, nous avons découvert un artefact que les inscriptions appelaient le cœur de glace ou le diamant gelé. C'était un cristal de la taille d'un poing humain, d'une beauté à couper le souffle, émettant une lumière bleue froide qui semblait vivante. La voix de Holmes se fit plus grave en poursuivant. « Ce diamant possède des propriétés extraordinaires et terrifiantes. Il peut générer un froid si intense qu'il transforme instantanément tout liquide en glace solide, dans un rayon de plusieurs mètres. Mais ce n'est pas là son pouvoir le plus dangereux.
Selon les inscriptions que j'ai traduites, le diamant peut également absorber la chaleur vitale des êtres vivants, les gelant de l'intérieur. J'ai ramené le diamant en Angleterre, convaincu que la science pourrait percer ses secrets. Mais j'ai commis une erreur terrible. Thornfield était devenu livide. « Une erreur » répéta-t-il dans un souffle. Holmes leva la main pour demander le silence et continua. J'ai partagé ma découverte avec une société secrète d'érudits et de scientifiques appelée le Cercle Boréal. Ils étaient fascinés par le potentiel du diamant, imaginant déjà les applications industrielles et militaires d'une telle source de froid. Mais quand j'ai compris leurs véritables intentions, j'ai rompu avec eux et caché le diamant. Depuis, ils me cherchent, me surveillent, attendant le moment opportun pour me forcer à révéler son emplacement. La lettre se terminait par un avertissement solennel. « Edward, si quelque chose m'arrive, détruis le diamant. Ne le cherche pas. Ne tente pas de l'utiliser. Les hommes du cercle boréal sont impitoyables et puissants. La clé que je t'ai confiée ne révèle pas l'emplacement du diamant directement, mais elle déverrouille un puzzle que j'ai créé pour le protéger. » Si tu choisis de le résoudre, sois extrêmement prudent. Ton oncle qui t'aime, Archibald. Holmes reposa lentement la lettre sur le bureau et nous regarda tour à tour. « Messieurs, déclara-t-il, nous ne sommes plus simplement face à un meurtre mystérieux. Nous sommes au cœur d'une chasse au trésor mortel, impliquant une société secrète et un artefact qui défie les lois de la nature. » La deuxième lettre du coffre était adressée à Sherlock Holmes lui-même. Thornfield la regarda avec étonnement avant de la remettre à mon ami. « Mon oncle savait qu'il aurait besoin de vous, » murmura-t-il. Holmes brisa le sceau et déplia le parchemin d'un geste précis. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, et je vis son expression se durcir. « Il semblerait que Lord Thornfield m'ait anticipé de plusieurs mois, » dit-il finalement. « Cette lettre a été écrite peu de temps avant sa mort. »« Que dit-elle » demandai-je, incapable de contenir ma curiosité. Holmes commença à lire. « Monsieur Holmes, votre réputation vous précède, et c'est précisément pour cette raison que je me tourne vers vous depuis ma tombe. Si vous lisez ces mots, c'est que le cercle boréal a réussi à m'atteindre. Permettez-moi de vous éclairer sur la nature de cette organisation qui m'a condamné. » Holmes marqua une pause et se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige tomber à nouveau sur Londres avant de continuer.
le Cercle boréal fut fondé en 1823 par un groupe d'aristocrates et de scientifiques obsédés par les régions polaires et les mystères qu'elles recèlent. Au fil des décennies, l'organisation s'est élargie pour inclure des industriels, des officiers militaires et même des membres de la famille royale. Leur objectif officiel est l'avancement de la science arctique, mais leur véritable ambition est bien plus sombre. Ils cherchent à exploiter les secrets anciens, enfouis sous la glace, pour acquérir pouvoir et richesse. La révélation était stupéfiante, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Holmes poursuivit sa lecture. Le cercle est dirigé par un conseil de 7 membres, dont l'identité est gardée secrète même de la plupart de leurs propres associés. Ils se font appeler les 7 glaciers et communiquent par codes et symboles que j'ai mis des années à déchiffrer. Le leader de ce conseil est un homme que je n'ai connu que sous le nom de l'amiral Blanc, une figure fantomatique dont personne ne connaît le véritable visage. C'est lui qui a ordonné ma mort lorsque j'ai refusé de leur livrer le diamant gelé. Thornfield s'était effondré dans un fauteuil, le visage dans les mains. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Mon oncle vivait dans la terreur. Je posai une main réconfortante sur son épaule, tandis que Holmes continuait. Il dispose de ressources considérables et d'agents partout dans l'Empire britannique. Plus alarmant encore, ils ont développé une méthode pour utiliser des fragments du diamant original, créant des armes capables de geler leurs victimes. C'est ainsi qu'ils comptaient m'éliminer, en faisant passer ma mort pour une anomalie médicale inexplicable. Monsieur Holmes, lisait toujours mon ami, si vous décidez d'aider mon neveu, sachez que vous affronterez des ennemis qui opèrent sous dans l'ombre et qui n'hésiteront pas à tuer pour obtenir ce qu'ils veulent. J'ai caché le diamant gelé dans un lieu que seul un esprit exceptionnel comme le vôtre pourra découvrir. Les indices sont dispersés dans mes journaux de bord et mes cartes. Suivez le chemin de l'étoile polaire, déchiffrez la langue des glaces et vous trouverez le cœur du mystère. Mais hâtez-vous, car les 7 glaciers sont déjà en mouvement. Holmes replia soigneusement la lettre et se tourna vers nous, ses yeux brillants de cette détermination que je lui connaissais dans nos affaires les plus périlleuses. Watson, Thornfield, nous sommes prenant face à un adversaire d'une intelligence et d'une cruauté remarquables. Mais Lord Archibald a sous-estimé une chose. Il n'est pas seul dans cette bataille.
Nous allons déchiffrer son puzzle, localiser ce diamant et le mettre hors de portée du cercle boréal, une fois pour toutes. Et en chemin, nous traduirons en justice les assassins de Lord Thornfield. Il s'empara de l'étui en cuir noir, resté dans le coffre, et l'ouvrit délicatement, révélant une boussole ancienne, dont l'aiguille, curieusement, pointait non vers le nord magnétique, mais dans une direction légèrement décalée. Nous passâmes le reste de la journée plongés dans les journaux de bord de Lord Thornfield. Chaque volume couvrait une expédition différente, détaillant avec une précision méticuleuse les températures, les positions géographiques, les observations scientifiques et les rencontres avec les populations indigènes. Holmes avait étalé tous les documents sur le grand bureau, créant une mosaïque de cartes et de notes qui, pour moi, ressemblait à un chaos incompréhensible, mais dans lequel je savais qu'il voyait déjà des connexions invisibles à l'œil ordinaire. « Watson, regardez ceci », dit-il soudain, en désignant une carte de l'Arctique canadien. « Voyez-vous ces marques dans les marges ?» J'examinais les symboles étranges tracés à l'encre rouge le long des bords de la carte. Ils ressemblaient aux runes que nous avions vues sur la clé et sur le coffre-fort. Ce sont les mêmes symboles, observai-je. Exactement, confirma Holmes. Et maintenant, regardez cette page du journal de bord. Il posa à côté de la carte une page couverte d'une écriture serrée, accompagnée de dessins de ces mêmes symboles, chacun annoté d'une note explicative. Thornfield s'approcha, son intérêt piqué, malgré son épuisement. Mon oncle a passé des années à étudier ces symboles. Il les appelait la langue des glaces. Il croyait qu'ils avaient été créés par une civilisation ancienne qui habitait l'Arctique bien avant l'arrivée des peuples inuits actuels. Holmes acquiesça lentement, ses doigts traçant les contours des symboles. Une langue construite non pas sur des sons, mais sur des concepts liés au froid, à la glace et au gel. Chaque symbole représente un état de l'eau ou une manifestation du froid. Je me penchais sur les notes de Lord Thornfield, essayant de déchiffrer sa traduction. Celui-ci signifie « glace éternelle », celui-là « souffle de l'hiver » et cet autre « cœur gelé ». Ma voix se brisa en reconnaissant ce dernier symbole. Holmes, c'est celui qui est gravé au centre de la clé. Mon ami sourit, ce sourire fugace qui signifiait qu'une pièce importante du puzzle venait de trouver sa place. Précisément, Watson.
Et maintenant, si nous appliquons cette traduction à la séquence de symboles sur le pourtour de la clé. Holmes sortit la clé d'argent et la posa sous une loupe. Avec un crayon, il commença à noter la traduction de chaque symbole sur une feuille blanche. Nous regardions en silence, retenant notre souffle, tandis que les mots prenaient forme. Où le nord se perd, où la pierre pleure, où l'eau dort debout, là réside le cœur. Holmes releva la tête, ses yeux pétillants d'excitation. C'est une énigme, messieurs, une énigme qui nous indique l'emplacement exact du diamant gelé. Mais que signifiaient ces phrases? Demanda Thornfield, perplexe. Holmes se leva et se mit à marcher de long en large, comme il le faisait toujours, lorsqu'il réfléchissait intensément. Où le nord se perd pourrait faire référence à un endroit où une boussole magnétique devient inutile, près du pôle magnétique, ou dans une zone riche en minerais de fer. Où la pierre pleure évoque peut-être de l'eau qui suinte d'une paroi rocheuse. Où l'eau dort debout est plus poétique, mais je crois qu'il s'agit d'une description des stalactites de glace, ou peut-être d'une cascade gelée. Soudain, Holmes s'immobilisa et retourna vers la carte. La boussole dans le coffre. Elle ne pointait pas vers le nord magnétique. Thornfield, les coordonnées précises de l'expédition de 1875, où votre oncle a découvert le diamant, sont-elles notées quelque part? Le jeune homme feuilleta rapidement les journaux et trouva l'entrée correspondante. Oui, ici, 75 degrés nord, 97 degrés ouest, île Somerset, dans l'archipel arctique canadien. Holmes pointa son doigt sur la carte, exactement à cet emplacement, puis prit la boussole étrange. Quand il l'approcha de ce point précis, l'aiguille s'anima et pointa directement vers l'endroit marqué sur la carte. « Messieurs, déclara-t-il triomphalement, je crois que nous venons de découvrir où Lord Thornfield a caché le diamant gelé. La nuit était tombée sur Londres, et avec elle, un froid mordant qui semblait s'intensifier d'heure en heure. Nous avions décidé de passer la nuit dans la demeure Thornfield pour poursuivre nos recherches, malgré les objections de Pemberton qui insistait sur le danger de rester dans une maison où un meurtre avait été commis. Holmes avait balayé ses inquiétudes d'un geste. C'est précisément parce qu'un meurtre a été commis ici que nous devons rester, avait-il déclaré. Les assassins reviendront. Ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchaient.
Nous nous installâmes dans le salon du premier étage, une pièce confortable dotée d'une cheminée où brûlait un feu vigoureux. J'avais apporté mon revolver, que je gardais à portée de main, tandis que Holmes continuait d'étudier les documents de Lord Thornfield à la lueur des lampes. Thornfield, épuisé par les événements de la journée, s'était assoupi dans un fauteuil, près du feu. Le silence n'était troublé que par le crépitement des flammes et le tic-tac régulier de l'horloge de parquet. Vers minuit, je commençais moi-même à somnoler lorsqu'un bruit me fit sursauter. C'était un son étrange, comme un crissement sur le verre. Holmes l'avait également entendu. Il leva immédiatement la tête, son corps tendu comme celui d'un félin prêt à bondir. « Éteignez les lampes, Watson », murmura-t-il, rapidement et silencieusement. J'obéis, plongeant la pièce dans une semi-obscurité éclairée seulement par les braises du feu. Thornfield s'était réveillé et nous regardait avec des yeux interrogateurs. Holmes lui fit signe de rester silencieux. Le bruit se répéta, cette fois clairement identifiable. Quelqu'un grattait la glace qui s'était formée à l'extérieur des fenêtres. Puis vint un son qui me glaça le sang, un tintement cristallin suivi d'un craquement net. La fenêtre venait de se briser. Holmes bondit de sa chaise et se précipita vers la porte du salon. Watson, Thornfield, sortez par le corridor de service. Maintenant, cria-t-il en dégainant sa propre arme. Mais il était trop tard. La porte du salon s'ouvrit brusquement et 3 silhouettes encapuchonnées se découpèrent dans l'embrasure. Ce qui me frappa immédiatement fut le froid glacial qui envahit la pièce, comme si les intrus amenaient l'hiver lui-même avec eux. Leurs visages étaient dissimulés par des masques blancs ornés de symboles runiques, et dans leurs mains gantées, ils tenaient des objets qui brillaient d'une lueur bleutée, menaçante. « Le cercle boréal », murmura Thornfield derrière moi, sa voix tremblante de terreur. L'intrus du centre s'avança d'un pas, et quand il parla, sa voix était grave et résonnait étrangement, comme amplifiée par l'écho. Sherlock Holmes, le célèbre détective qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Lord Thornfield vous a entraîné dans une affaire qui vous dépasse. Remettez-nous la clé et les documents, et nous vous laisserons la vie sauve. Holmes, avec un calme qui m'étonna même après toutes ces années à ses côtés, croisa les bras et sourit. Je crains de devoir décliner votre généreuse offre. Voyez-vous, j'ai une aversion particulière pour les meurtriers qui se cachent derrière des masques.
L'homme de gauche leva son objet brillant, et je reconnus un éclat de cristal identique à celui que Holmes avait trouvé dans la cheminée, mais bien plus gros. Instantanément, la température chuta de façon dramatique. Mon souffle devint visible, et je sentis mes doigts s'engourdir autour de la crosse de mon revolver. « Dernière chance, monsieur Holmes, » dit le leader. « Nous n'hésitons pas à utiliser les mêmes méthodes qui ont été si efficaces sur Lord Thornfield. » C'en était trop pour moi. Malgré le froid paralysant, je levai mon arme et tirai. La détonation résonna comme un coup de tonnerre dans l'espace confiné du salon. Ma balle atteignit l'homme de gauche à l'épaule et il s'effondra avec un cri de douleur, lâchant son fragment de cristal qui tomba sur le tapis perçant et roula vers la cheminée. Immédiatement, la température cessa de chuter. Holmes profita de la confusion pour renverser une lourde table qui créa une barrière entre nous et nos assaillants. « Par ici !» cria-t-il en nous poussant, Thornfield et moi, vers une porte dérobée dissimulée derrière une tapisserie. Nous dévalâmes un escalier étroit et sombre, les cris de rage de nos poursuivants résonnant derrière nous. Mon cœur battait la chamade, tandis que nous émergions dans les cuisines. Pemberton était là, réveillé par les coups de feu, tenant une lampe tremblante. « Les écuries !» ordonna Holmes. « Vite !» Le vieux majordome nous guida à travers le dédale des pièces de service jusqu'à une porte donnant sur la cour arrière. La neige tombait à nouveau, dense et aveuglante. Nous atteignîmes les écuries, où un palefrenier somnolent scellait déjà 3 chevaux, alertés par le tumulte. Holmes saisit les rênes du premier cheval et se tourna vers Thornfield. « Prenez les documents et la clé, vous savez où aller. » Il lui tendit un sac de cuir contenant tous les journaux et cartes de Lord Thornfield. « Mais monsieur Holmes, » protesta le jeune homme, « je ne peux pas vous abandonner. » Holmes secoua la tête fermement. « Vous devez protéger l'héritage de votre oncle. Watson et moi allons nous assurer que vous n'êtes pas suivis. » Des cris éclatèrent derrière nous, nos ennemis ayant trouvé notre trace. « Allez !» rugit Holmes, et Thornfield, après une seconde d'hésitation, éperonna son cheval, qui s'élança dans la nuit neigeuse. Holmes et moi montâmes à notre tour et partîmes dans la direction opposée, attirant délibérément l'attention du cercle boréal sur nous. Les sabots de nos montures martelèrent avec la neige, tandis que nous traversions les rues endormies de Mayfair à une allure dangereuse. « Holmes !» criai-je par-dessus le bruit du galop. « Où allons-nous » Il se retourna brièvement, son visage fouetté par la neige.
au musée britannique. Il y a là-bas quelqu'un qui peut nous aider à comprendre la véritable nature de ces cristaux. » Nous chevauchâmes pendant ce qui me sembla une éternité, serpentant à travers les ruelles pour semer nos poursuivants. Je jetais régulièrement des regards en arrière, mais la tempête de neige rendait impossible de voir si nous étions suivis. Lorsque nous atteignîmes enfin la silhouette imposante du musée britannique, Holmes sauta de son cheval et martela la porte de service avec le pommeau de sa canne. « Professeur Ashford, c'est Sherlock Holmes. Ouvrez, c'est urgent. » Après un moment qui me parut interminable, des pas se firent entendre et un petit homme aux cheveux blancs en désordre, vêtu d'une robe de chambre, entr'ouvrit la porte. « Holmes, par tous les saints, que faites-vous ici à cette heure ?» Holmes le poussa gentiment à l'intérieur et nous fit signe d'entrer. « Professeur, j'ai besoin de votre expertise en cristallographie, immédiatement. » Nous suivîmes le professeur Ashford à travers les couloirs silencieux du musée jusqu'à son laboratoire. Holmes sortit de sa poche le fragment de cristal bleuté qu'il avait trouvé dans la cheminée de Lord Thornfield. « Professeur, pouvez-vous analyser ceci et me dire ce que c'est ?» Le vieil homme ajusta ses lunettes et examina le cristal sous une loupe puissante. Son expression passa de la curiosité à l'incrédulité. « Extraordinaire, » murmura-t-il. « Monsieur Holmes, où avez-vous trouvé ceci? Ce cristal ne devrait pas exister. Sa structure moléculaire est impossible. C'est comme si l'eau elle-même avait été figée dans un état qui défie toutes les lois de la thermodynamique que nous connaissons. » Le professeur Ashford plaça le fragment sous un microscope perfectionné et nous fit signe de regarder à tour de rôle. À travers les lentilles, je vis une structure cristalline d'une beauté hypnotique, des motifs géométriques parfaits qui semblaient moi se répéter à l'infini, chacun émettant cette étrange lueur bleutée. « Ce que vous voyez ici, messieurs, » expliqua le professeur avec une excitation mal contenue, est une forme de glace qui ne devrait théoriquement exister qu'à des températures approchant le zéro absolu, soit environ -273 °C. Holmes se redressa, ses yeux brillants de compréhension. « Mais ce cristal existe à température ambiante. Comment est-ce possible ?» Le professeur secoua la tête, manifestement troublé. « C'est justement là le mystère, monsieur Holmes.
D'après mes observations, ce cristal semble générer son propre champ de froid, maintenant sa structure stable, en abaissant la température autour de lui. C'est comme s'il créait sa propre bulle de réalité thermodynamique. Je pensais immédiatement à la pièce glaciale où Lord Thornfield était mort, et un frisson parcourut mon échine. « Professeur, intervins-je, pourrait-on théoriquement utiliser un tel cristal comme arme ?» Ashford me regarda avec gravité. Docteur Watson, un fragment de cette taille pourrait tuer un homme en quelques minutes s'il était exposé directement à son rayonnement froid. Un cristal plus gros, disons de la taille d'un point, pourrait geler instantanément tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs mètres. Et si les légendes sont vraies? Il s'interrompit, hésitant. « Quelle légende ?» pressa Holmes. Le professeur se dirigea vers une bibliothèque poussiéreuse et en sortit un volume ancien relié de cuir craquelé. Il y a des années, j'ai étudié des mythes inuits qui parlaient du Kiviukanuri, le cœur de l'hiver éternel. Selon ces récits, les anciens avaient découvert une pierre tombée des étoiles qui contenait le souffle du vide cosmique. Cette pierre pouvait figer le temps lui-même, transformant tout en statue de glace immortelle. Je pensais qu'il s'agissait simplement de métaphores poétiques, mais maintenant... Holmes prit le livre et parcourut rapidement les pages annotées. Le diamant gelé de Lord Thornfield serait donc un fragment de météorite, un morceau de matière extraterrestre avec des propriétés physiques que nous ne comprenons pas encore. Le professeur acquiesça lentement. C'est la seule explication qui tienne la route scientifiquement, aussi improbable soit-elle. Et si votre Lord Thornfield en a effectivement découvert un spécimen intact, alors nous parlons d'un objet d'une valeur scientifique inestimable, mais aussi d'un danger potentiel catastrophique. Soudain, un bruit de verre brisé retentit quelque part, dans le musée. Holmes et moi échangeâmes un regard alarmé. « Ils nous ont retrouvés » murmura-t-il. « Professeur, y a-t-il une autre sortie ?» Ashford était devenu livide. Par les salles égyptiennes, au fond du couloir. « Mais messieurs, qui vous poursuit ?» Holmes lui remit le fragment de cristal. « Gardez-le en sécurité et n'en parlez à personne. Des vies en dépendent. » Sans attendre de réponse, nous nous précipitâmes hors du laboratoire. Les couloirs du musée, si majestueux pendant la journée, étaient maintenant des tunnels d'ombre menaçants. Nous courions entre les vitrines d'antiquité, nos pas résonnant sur le marbre. Derrière nous, j'entendais d'autres bruits de course. Nos poursuivants se rapprochaient.
Nous atteignîmes enfin la section égyptienne, où les sarcophages et les statues de Pharaon nous observaient de leurs yeux de pierre dans la pénombre. Holmes repéra une fenêtre haute et, avec une agilité remarquable, grimpa sur une vitrine pour l'atteindre. « Watson, vite !» Je le suivis tant bien que mal, et nous nous glissâmes dehors, juste au moment où nos ennemis masqués débouchaient dans la salle. Une fois dans la rue, Holmes me saisit le bras. « Il faut prévenir Thornfield. » Le cercle boréal ne s'arrêtera devant rien pour obtenir le diamant gelé. Et maintenant que nous comprenons sa véritable nature, nous savons exactement pourquoi. À l'aube, nous étions déjà en route vers le nord de l'Angleterre, dans un train express que Holmes avait réussi à prendre de justesse. Thornfield nous avait envoyé un télégramme de Liverpool nous informant qu'il avait réservé des passages sur un navire partant pour le Canada dans 2 jours. C'est de la folie, Holmes, dis-je en regardant défiler le paysage enneigé par la fenêtre du compartiment. Nous n'avons ni l'équipement, ni l'expérience nécessaire pour une expédition arctique. Mon ami était plongé dans l'étude des cartes de Lord Thornfield, une pipe éteinte pendue au coin de sa bouche. Watson, le cercle boréal a déjà démontré qu'il pouvait tuer avec impunité en plein Londres. Imaginez ce qu'il pourrait faire s'il mettait de la main sur le diamant complet. Nous n'avons pas le luxe de la prudence. Il traça une ligne sur la carte avec son doigt. Selon les coordonnées et les indices laissés par Lord Thornfield, le diamant est caché quelque part sur l'île Somerset, probablement dans une grotte ou une formation rocheuse naturelle. « Et comment comptez-vous le retrouver dans l'immensité de l'Arctique » demandai-je, sceptique. Holmes sourit et sortit la boussole étrange du coffre. « Avec ceci. » N'oubliez pas que cette boussole ne pointe pas vers le nord magnétique, mais vers le diamant lui-même. Lord Thornfield était un homme méticuleux. Il a créé cet instrument spécifiquement pour pouvoir retrouver son trésor caché. L'idée était brillante, je devais l'admettre, mais elle ne dissipait pas mes inquiétudes quant au danger qui nous attendait. Le train fila à travers la campagne anglaise pendant des heures. À chaque arrêt, Holmes scrutait le quai, cherchant des signes de surveillance. À Manchester, il repéra quelque chose qui attira son attention. Un homme en long manteau noir qui semblait trop intéressé par notre wagon. « Nous avons de la compagnie, » murmura-t-il. « Préparez-vous à descendre rapidement à la prochaine gare. » Lorsque le train s'arrêta à Preston, nous sautâmes sur le quai et nous mêlâmes à la foule, prenant un autre train pour continuer notre voyage par une route détournée.
Nous atteignîmes finalement Liverpool en fin d'après-midi. Thornfield nous attendait dans un hôtel discret, près des docks, entouré de malles et d'équipements d'expédition. Monsieur Holmes, docteur Watson, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Il nous serra chaleureusement la main. J'ai pris la liberté de nous équiper pour le voyage. Vêtements chauds, provisions, matériel de camping et même des armes. Mon oncle avait des contacts parmi les capitaines de baleiniers qui connaissent bien les eaux arctiques. Excellent travail, approuva Holmes. Mais nous devons partir cette nuit même, pas dans 2 jours. Le cercle boréal est sur nos traces, et chaque heure compte. Thornfield hocha la tête. J'ai anticipé cette possibilité. Le capitaine McAllister du Narwhal acceptera de partir dès ce soir, si nous doublons le prix du passage. Son navire est petit, mais rapide, et il connaît l'Arctique comme sa poche. Holmes lui tapota l'épaule avec satisfaction. « Vous avez l'étoffe d'un détective, jeune homme. » Alors que la nuit tombait sur Liverpool, nous embarquâmes sur le Narwhal, un solide baleinier à vapeur dont la coque portait les cicatrices de nombreuses rencontres avec les glaces polaires. Le capitaine McAllister, un Écossais robuste au visage buriné par le vent et le sel, nous accueillit à bord. « Monsieur Holmes, on m'a dit que vous étiez un homme qui payait bien et qui ne posait pas trop de questions. Ça me convient. Mais sachez que là où nous allons, c'est moi qui commande. L'Arctique ne pardonne pas les erreurs. » Alors que le Narwhal quittait le port, je me tenais sur le pont, regardant les lumières de Liverpool s'estomper dans l'obscurité. Holmes me rejoignit, son manteau claquant dans le vent. 'Vous savez, Watson, quand j'ai choisi la voie de la détection, je ne m'attendais pas à ce que cela me mène aux confins du monde connu. Je ris malgré moi. Ni moi, Holmes, ni moi. Mais je vous suivrai au bout de la terre, s'il le fallait. » Il me regarda avec une expression rare de gratitude sincère. « Je sais, mon ami, et c'est précisément pour cela que vous êtes irremplaçable. » Trois semaines plus tard, après une traversée éprouvante de l'Atlantique Nord, nous nous trouvions enfin sur l'île Somerset, perdue dans l'immensité blanche de l'Arctique canadien. Le froid était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Un froid qui mordait à travers toutes les couches de vêtements et s'insinuait jusqu'aux os.
Le capitaine McAllister avait ancré le narwal dans une baie abritée et nous avait fourni un guide inuit, un homme taciturne nommé Nanook, qui connaissait la région et ses dangers. La boussole de Lord Thornfield nous guidait vers l'intérieur de l'île, à travers des champs de glace et des crevasses dangereuses. Holmes consultait constamment l'instrument, ajustant notre direction au fur et à mesure que nous progressions. Thornfield se révélait étonnamment résistant, animé par la détermination de terminer ce que son oncle avait commencé. Après 2 jours de marche épuisante, Nanook pointa du doigt une formation rocheuse qui émergeait de la neige, comme les dents d'un géant. « Là, dit-il simplement, l'endroit hanté. » Nous escaladâmes les rochers glissants et découvrîmes l'entrée d'une grotte, exactement comme Lord Thornfield l'avait décrite dans ses journaux. Les symboles runiques étaient gravés tout autour de l'ouverture, brillant faiblement dans la lumière déclinante de l'après-midi arctique. « Où le nord se perd », murmura Holmes, en tenant la boussole qui tournoyait follement près de l'entrée. « Nous y sommes. » Nous allumâmes nos torches et pénétrâmes dans la grotte, Nanook refusant catégoriquement de nous accompagner plus loin. L'intérieur de la grotte était un monde de merveilles glacées. Des stalactites massives pendaient du plafond, et le sol était couvert d'une couche de glace si pure qu'elle était transparente comme du verre. « Où l'eau dort debout », dis-je en admirant les formations. Nous progressions prudemment, nos pas résonnant étrangement dans cet espace confiné. La température baissait à chaque mètre parcouru, jusqu'à ce que même notre souffle semblait se cristalliser dans l'air. Puis, nous la vîmes. Au fond de la grotte, enchâssé dans une colonne de glace claire, reposait le diamant gelé. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, de la taille d'un crâne humain, et il pulsait d'une lumière bleue hypnotique qui semblait venir des profondeurs de l'espace lui-même. Des veines de lumière couraient à travers sa structure cristalline, créant des motifs qui changeaient constamment, comme si le diamant était vivant. La beauté de l'objet était à couper le souffle, mais je sentais aussi une terreur primale en sa présence, comme si j'étais face à quelque chose qui ne devait pas exister dans notre monde. « Incroyable !» murmura Thornfield, les yeux écarquillés. « Mon oncle avait raison, c'est la découverte du siècle. » Holmes s'approcha prudemment du diamant, étudiant la glace qui l'emprisonnait.
La question est maintenant, comment le détruire? Une voix froide résonna derrière nous. Vous ne le détruirez pas, monsieur Holmes. Nous nous retournâmes brusquement pour découvrir 5 silhouettes encapuchonnées qui bloquaient l'unique sortie de la grotte. Le cercle boréal nous avait suivis jusqu'ici. Le leader retira son masque, révélant le visage d'un homme âgé aux traits aristocratiques et aux yeux d'un bleu glacial. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'amiral Blanc, et ceci, il désigna le diamant, m'appartient de droit. Lord Thornfield me l'a volé il y a 20 ans, et maintenant, grâce à vous, je peux enfin récupérer ce qui me revient. Holmes se plaça devant Thornfield et moi, son regard défiant. Vous n'aurez pas ce diamant. Son pouvoir est trop dangereux pour être entre les mains de quiconque. L'amiral Blanc rit, un son dépourvu de chaleur. Trop dangereux, monsieur Holmes. Imaginez ce que nous pourrions accomplir avec cette source d'énergie. Des navires qui n'auraient plus besoin de charbon, des villes entières refroidies pendant les canicules, une révolution industrielle comme le monde n'en a jamais vu. Il fit un pas en avant, et je vis que ses compagnons tenaient des fragments de cristal identiques à ceux que nous avions déjà rencontrés. Mais vous avez raison sur un point, c'est dangereux. Extrêmement dangereux pour ceux qui se mettent en travers de mon chemin. La tension dans la grotte était palpable, l'air lui-même semblant se figer sous l'effet combiné du diamant géant et des fragments tenus par les hommes du cercle boréal. Je portais discrètement ma main à mon revolver, mais Holmes me fit signe de rester calme. « Amiral, dit-il d'une voix posée, vous avez commis une erreur fondamentale. Vous pensez pouvoir contrôler ce diamant, mais vous ne comprenez pas sa véritable nature. » Le professeur Ashford a confirmé qu'il s'agit d'un fragment de météorite, une anomalie cosmique qui défie nos lois physiques. L'amiral Blanc sembla amusé. « Oh, mais nous comprenons parfaitement sa nature, monsieur Holmes. Nous l'étudions depuis des décennies, à travers les fragments que nous avons récupérés au fil des ans. Pourquoi croyez-vous que nous ayons été si patients ?» Il fit un geste, et ses hommes commencèrent à s'approcher du diamant, leurs fragments brillant plus intensément. Ces petits cristaux sont accordés à la fréquence du diamant principal. Ils vont nous permettre de l'extraire de sa prison de glace sans danger. Mais alors que le premier homme touchait la colonne de glace avec son fragment, quelque chose d'imprévu se produisit. Le diamant principal pulsa soudainement d'une lumière aveuglante, et une onde de froid si intense qu'elle était presque tangible balaya la grotte.
L'homme poussa un cri et recula, son fragment se transformant en poussière cristalline entre ses doigts. La glace autour du diamant principal commença à se fissurer, et un son grave, presque un grondement, émana de la pierre cosmique. « Il se réveille !» cria Thornfield. « Mon oncle en parlait dans ses notes. Si on le perturbe trop, le diamant entre dans un état de résonance qui peut libérer toute son énergie d'un coup. » Holmes comprit immédiatement. Watson, Thornfield, sortez, maintenant. Nous nous précipitâmes vers la sortie, mais l'amiral Blanc, aveuglé par son obsession, ordonna à ses hommes d'utiliser tous leurs fragments ensemble. « Non, c'est notre seule chance !» hurla-t-il. Ce fut son erreur fatale. Les fragments là en entrèrent en résonance avec le diamant principal, et l'onde de choc thermique qui suivit transforma instantanément tout, dans la grotte, en sculpture de glace. Nous n'eûmes que le temps de plonger derrière un éperon rocheux avant que le souffle glacé ne balaie l'entrée. Quand le silence revint, nous nous relevâmes prudemment, nos vêtements couverts de givre. Holmes regarda vers l'intérieur de la grotte, maintenant scellée par un mur de glace impénétrable. « Ils sont morts ?» demandai-je, sachant déjà la réponse. Holmes hocha gravement la tête. Gelé instantanément, probablement. Et le diamant. Écoutez. Un craquement sourd résonnait de l'intérieur de la grotte, comme si toute la structure de glace s'effondrait sur elle-même. Le diamant s'auto-détruit. Lord Thornfield avait anticipé cette possibilité. C'est pour cela qu'il l'avait isolé dans cette grotte. Si quelqu'un tentait de s'en emparer de force, le diamant lui-même éliminerait la menace. La réalisation était à la fois terrible et magnifique. Nous retournâmes au narwal, où Nanook nous attendait, imperturbable. L'esprit de glace a repris ce qui lui appartenait, dit-il simplement. Durant le long voyage de retour vers l'Angleterre, nous eûmes tout le temps de réfléchir à ce qui s'était passé. Thornfield était silencieux, pleurant son oncle mais soulagé que le cauchemar soit terminé. Holmes passa des heures à rédiger un rapport détaillé de l'affaire, sachant qu'il serait classé secret par le gouvernement britannique. « Croyez-vous qu'il existe d'autres diamants comme celui-ci » demandai-je une nuit, alors que nous naviguions sous les aurores boréales. Holmes contempla le ciel dansant de lumières vertes et violettes. « Probablement, Watson. L'univers est vaste et plein de mystères que nous commençons à peine à comprendre. Mais j'espère que si d'autres existent, ils resteront cachés jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les manipuler avec sagesse plutôt qu'avec cupidité. »
De retour au 221B Baker Street, la vie reprit son cours normal. Les journaux relatèrent brièvement la disparition mystérieuse de plusieurs membres éminents de la société londonienne lors d'une expédition arctique, mais les véritables circonstances restèrent un secret bien gardé. Thornfield hérita de la fortune de son oncle et utilisa l'argent pour financer des expéditions scientifiques légitimes. Quant à Holmes et moi, nous ajoutâmes cette affaire à notre collection de cas non publiés, ceux trop extraordinaires pour être crus par le public. Parfois, lors des nuits d'hiver particulièrement froides, quand la neige tombe doucement sur Londres et que le feu crépite dans notre cheminée, Holmes sort la clé d'argent que nous avons gardée en souvenir. Il la fait tourner entre ses doigts, ses yeux perdus dans des pensées lointaines. « Vous savez, Watson, dit-il alors, il y a des mystères dans ce monde qui sont peut-être mieux laissés non résolus. Le diamant gelé était l'un d'eux, et dans ces moments, je ne peux qu'être d'accord avec lui, reconnaissant que notre plus grande victoire fut peut-être d'avoir empêché une découverte extraordinaire de tomber entre de mauvaises mains, même au prix de ne jamais en percer tous les secrets.